Étape obligatoire dans la vie d'une femme, la ménopause reste néanmoins une épreuve difficile à vivre. Quels en sont les symptômes? Comment y faire face? Aujourd'hui, toute une histoire lève le voile sur ce sujet encore trop souvent tabou. De procréatrice, on va passer à vieille femme. Enfin, je sais pas comment. De vieille femme, j'ai pas l'impression d'avoir des vieilles femmes en face de moi. C'est ce qu'on nous a mis dans le crâne pendant des années, ménopausée, vieille femme. Les troubles les plus importants sont plus dans la période qui précède immédiatement la ménopause, avec l'anxiété, la nervosité, l'angoisse, l'insomnie. Je rentrais chez moi, j'étais heureux, là, je voyais ma mère qui faisait qui m'engueulait pour aller rien. C'était par période que c'était des périodes de furie, de furie. Et cette décharge que j'avais sur vous pendant cette période, moi, c'est vrai que vous l'avez mal vécu, mais moi aussi. Hein. Enfin, les effets secondaires, etc. de la ménopause, c'est quand même assez lourd à gérer. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est le pire. Bonjour à tous, bienvenue dans Toute une histoire. Merci d'accueillir aussi chaleureusement nos invités. Nous allons parler d'un sujet dont on parle peu à la télévision, comme si c'était un sujet tabou et pourtant qui concerne 11 millions de femmes en France. La ménopause. La ménopause est une étape très importante, un véritable cap à franchir, souvent sous-estimé dans la vie de toutes les femmes, mais c'est aussi une étape dans la vie de leur famille, car si les femmes sont évidemment les premières concernées, leur entourage l'est forcément aussi, puisqu'elles sont, dit-on, plus irritables, elles ont des crises d'angoisse, des bouffées de chaleur, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. La ménopause ne passe pas inaperçue et mieux vaut s'armer de patience quand on vit avec une femme qui traverse cette épreuve. Soudain, on passe donc dans cette tranche d'âge supérieure, celle des femmes qui ne peuvent plus avoir d'enfants. Et dans cette société qui érige de plus en plus la jeunesse en norme, bien vivre sa ménopause, c'est pas simple à vivre vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres aussi. Tout ce que vous avez voulu savoir toujours sur la ménopause, j'espère que vous le trouverez aujourd'hui dans notre émission. Comment elle survient, quels sont les signes annonciateurs et comment faire pour y faire face au mieux. C'est ce dont nous parlons tout de suite avec vous, Geneviève, que je vous demande d'accueillir. Geneviève. Sujet tabou, c'est vrai, hein? C'est un sujet délicat, je ne sais pas pourquoi. Oui. Oui, parce qu'on est quand même en grande souffrance pendant cette période, on n'est pas écouté. Et il faut faire avec. Donc je viens témoigner parce que je voudrais être positive. Hein. Je veux dire que c'est une étape dans la vie d'une femme. Vous avez un joli accent, venez d'où? Bourgogne. C'est une étape et puis bon, faut la passer avec le moins de dégâts possible. Alors, je me souviens de ma grand-mère qui avait offert à ma maman un bouquin qui s'appelait La ménopause effacée. Et ma maman lui avait fait la gueule pendant 3 semaines après. On a encore beaucoup de chance, nous, à notre époque, de pouvoir quand même en parler. Parce que nos mères, elles vivaient dans le déni complet et elles souffraient en silence. Mais on n'est pas toujours prévenus de ce qui nous attend. Vous avez quel âge, si je peux me permettre? Je vais avoir 52 ans. Les premiers symptômes sont arrivés à quel âge? 45. De quelle façon? Eh ben, le mal-être, un mal-être total, on perd pied. On ne sait plus qui on est, on n'a plus d'existence, on est... Comme une dépression? Non, je ne peux pas appeler ça une dépression, parce qu'une dépression, j'en ai fait une. Ah. Donc je sais. Vous avez les moyens de comparer? J'ai des moyens de comparer, c'est bien pour ça. Je n'aime pas employer ce mot de dépression. Alors comment expliquer ce qui... précisément? En définitive, je ne me suis pas inquiétée par rapport au mot ménopause. Je me suis plutôt inquiétée de savoir pourquoi j'avais ce mal-être à une certaine période du cycle. Donc après, on m'a diagnostiqué un syndrome prémenstruel. Donc je voulais en savoir un peu plus. D'accord. Donc ça a évolué comme ça. Alors ce mal-être, cette irritabilité, des crises d'angoisse, enfin, on ne se reconnaît plus, on est une autre personne. Rien à voir avec une dépression? Non. Il n'y avait pas de dévalorisation de soi. La dépression, moi je l'ai ressentie comme une grande dévalorisation. J'étais mis au rebut, c'est pas la même chose. L'irritabilité, c'est quoi? C'est quand tout le reste vous énerve? Tout. Tout nous énerve. On se lève le matin, on ne sait pas comment pouvoir passer la journée sans être énervé. Des choses qu'on supportait très bien auparavant, on ne les supporte plus? Oui, on ne les supporte plus. On ne supporte plus son entourage, on ne supporte plus une porte qui claque, on ne supporte plus la musique trop forte, on ne supporte plus les gens. Hein. J'étais rien que bien chez moi, fermée. Alors, on a l'entourage. Donc, l'entourage ne comprend pas. Conjoint? Oui. Conjoint. Il était préparé, lui, à... Non, alors pas du tout. Vous en aviez parlé ensemble? Mais non, parce que ça arrive vite. Je veux dire, 45 ans, on n'est pas vieux, quoi. On se dit, qu'est-ce que c'est? Non.
on change de statut. Si vous voulez, Donatella, de mère, de procréatrice, on va passer à vieille femme. Enfin, je ne sais pas comment. C'est une sensation. Enfin, c'est tout intériorisé. C'est une sensation. De vieille femme, j'ai pas l'impression d'avoir des vieilles femmes en face de moi. Bah, c'est ce qu'on nous a mis dans le crâne pendant des années. Ménopausée, vieille femme. Point. C'est justement la grande question. C'est on change. Comment? Mais c'est on change. C'est un vrai changement en tout cas. Les avis des uns et des autres dans ce premier reportage dans notre émission. La ménopause, on sait tous, théoriquement en tout cas, ce que ça signifie, mais que ressentent vraiment les femmes qui traversent cette phase de leur vie. Pas facile à expliquer, voyons la vie des unes et des autres. Trouver des mots, c'est difficile. La ménopause en français, ça signifie arrêt des règles. En réalité, pour la femme, c'est l'arrêt de ses sécrétions hormonales. Elle se caractérise par 4 grands symptômes: les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la sécheresse vaginale et les douleurs diffuses. C'est affreux de voir le corps changer à la ménopause parce que d'abord vous grossissez, donc pour toute femme, vous savez qu'on se bat toujours contre les kilos. Et puis les bouffées de chaleur c'est terrible, qui vous prennent n'importe où, en face d'un client, la nuit, vous avez l'impression qu'il fait 40 degrés alors que dehors il fait -5. Cette ménopause a introduit une dépression nerveuse. 20% des femmes vont jusqu'à qualifier d'insupportables les symptômes de leur ménopause et 60% disent ressentir une baisse de qualité de vie. Ça peut durer 20 ans, 25 ans, 30 ans. On a des femmes de 70 ans, 75 ans qui se plaignent encore de ces troubles-là. Donc il ne faut pas du tout prendre ça à la légère. Mais la vraie difficulté de la ménopause, c'est qu'elle est souvent associée à tort à une perte de féminité. Et si on prend des titres de livres destinés au grand public, eh bien, on peut lire que grâce au traitement hormonal, la femme peut rester femme. C'est que sans ce traitement, elle n'est plus femme. En France, 11 millions de femmes sont aujourd'hui ménopausées. Pour passer ce cap en douceur, 54% prennent un traitement hormonal substitutif. Mais devant ce marché juteux, les industriels ont aussi lancé une série de produits à l'efficacité pas toujours prouvée. Vous avez des compléments alimentaires qui vont de la phytothérapie à base de plantes purement ou des compléments avec du soja. On en prend un, ça régule les phénomènes de préménopause sur l'humeur, sur la perte de tonicité, sur les coups de blues. Et donc c'est vrai que c'est une demande spontanée maintenant. Ça c'est la petite nouveauté. Je n'ose pas dire un gadget, mais ce sont des patchs pour augmenter la libido. Des patchs odorants, ça augmente le désir. Voilà, un tout petit patch transparent que vous collez là, qui est totalement invisible. Et donc, vous le reniflez au cours de la journée. Dans l'intimité, les entretiens que j'ai avec les femmes me disaient « J'oserais jamais dire à un homme que je rencontre que je suis ménopausée ». Quel sera le regard de l'homme sur cette femme si elle lui dit qu'elle est ménopausée? Si moi je sors avec une femme ménopausée, peut penser un homme, on pensera que je suis vieux. Une question en passant, docteur, sur la baisse de la libido, parce que c'était la fin de ce sujet. C'est chez toutes les femmes, c'est obligatoire, c'est pour toujours? Alors non, la baisse de la libido n'est pas un signe spécifique de la ménopause. Ça apparaît plus tôt dans la vie et c'est plus l'altération de sa propre image qui donne cette baisse de la libido que des phénomènes hormonaux propres. On a l'impression de ne plus avoir un corps apte à pouvoir séduire, apte à pouvoir faire pampan, comme autrefois. Mais ça n'a rien à voir avec, en tout cas, le phénomène de ménopause directement. Je dirais quand même que la ménopause, elle se déroule sur plusieurs étapes et qu'il n'y a pas deux ménopauses semblables et qu'il peut y avoir, à l'inverse, un emballement de la libido. Et on parle du démon de midi chez l'homme, mais il y a aussi un démon de midi chez la femme. Et il y a cette première partie de ménopause avec cette fluctuation hormonale, avec une hyper-libido. On en parlera avec une de nos invitées, avec Alba, dans un court instant. Effectivement, il y a réaction, il y a contre-réaction également. Est-ce que vous saviez à quoi vous attendre quand c'est arrivé, Donatella, ou est-ce que vous avez été surprise? Pas du tout. Je ne savais pas, donc je voulais... Non, je n'avais aucune représentation, aucune idée, mais je voulais m'intéresser avant. Quelles sont les premières manifestations que vous avez rencontrées? Personnellement, c'est dérèglement justement des cycles et aussi... Espacement des cycles d'abord? Oui, oui, et après, une insomnia... les nuits, je dormais très très mal, par exemple. Vous ne seriez pas italienne, vous, par hasard? Peut-être, oui. Magnifique. Oui, italienne, oui. Vous dormiez mal? Oui, plus. C'est-à-dire, vous aviez des difficultés à vous endormir? Oui, surtout, je me réveillais la nuit. Insomnie? Bah, totalement. Hein. On s'endort, plus tard j'allais coucher, il fallait vraiment que j'aille me coucher très très tard
pour être vraiment tout de suite dans la phase d'endormissement, pour au moins dormir 2 heures. Alors après, ben oui, on se réveille, on a les suées, bon, la gamberge, c'est sûr. Mais bon, oui, c'est vrai, je me reconnais. Oui. Et toute la remise en cause qui l'accompagne, cet âge qui est charnière aussi. Vous n'avez jamais tenté de vous renseigner auprès de votre maman, par exemple? Alors, ma maman, malheureusement, est morte, mais donc je n'avais pas des repères, si vous voulez. Et quand ma mère m'a jamais parlé de ça, et donc je me suis renseignée, je suis allée chez une gynécologue, l'histoire s'est commencée par là, et je voulais me renseigner avant. Mais entre amis, on n'en parle pas entre femmes? Pas du tout. Pas vraiment. Pourquoi pas? Il y a un tabou. Non, moi j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Je sais pas, c'est absolument impossible. Avec vos amies femmes? J'ai 2 amies, et encore, elles ne sont pas sur place. Donc, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est me renseigner déjà par Internet. Hein, j'ai fait beaucoup de sites, j'ai essayé de... Non, mais on parle avec ses petits amis quand on est jeune, on parle des premiers petits copains, on parle des premières relations sexuelles, on parle de porter un enfant. Mais la ménopause, c'est comme si c'était quelque chose de trop négatif. C'est trop négatif. C'est dans les silences, plutôt, non? Pardon? C'est dans les silences. Ça reste le monde du silence. Oui. Vous avez l'impression que ça reste un sujet tabou, vous aussi? Oui, encore plus à mon âge. Oui. Et on verra à quel âge dans un instant, c'est assez surprenant. Oui. Il faut savoir y faire face. Et pourquoi, à votre avis? Et c'est un sujet aussi silencieux? C'est parce que la femme a l'impression qu'elle ne sera... Ça touche notre intimité quand même. C'est quand même pas facile d'aller dire à tout le monde, j'ai plus de règles, donc ça y est, je suis ménopausée. On peut pas dire ça. C'est pas... Vous en pensez, madame? C'est une étape de la vie de femme, de toute manière. Et entre amis, on peut en parler, c'est pas tabou. Enfin, personnellement, pour moi, ce n'est pas tabou. Madame, vous voulez dire un mot là-dessus? Moi, c'est absolument pas tabou. Hein. C'est quelque chose de très naturel, avec qui je peux en parler avec n'importe qui. Aussi bien les hommes que les femmes. Ça ne me gêne absolument pas. Aussi bien la famille que les amis? Absolument. Absolument. Vous avez... Ça dépend de l'éducation qu'on a. Allez-y, je vous en prie. Moi, je sais que dans ma famille, c'était un sujet tabou, hein, comme la sexualité, comme tout le reste, quoi. Si vous voulez donner le micro à cette dame qui est derrière vous. Non, c'est vous, madame. C'est pas prévu, hein. Non, mais je pense que c'est très bien. Moi, je suis ménopausée depuis longtemps et je le vis très bien. Et la libido est parfaite. Et puis vieillir, je pense pas que je vieillis trop vite. Alors, donc c'est bien. Et j'en parle. Le silence qui entoure la ménopause, vous l'avez ressenti, vous? Pas du tout. J'ai été ménopausée à la suite d'une opération et donc pas de problème. La majorité, en tout cas, des invités qui sont là aujourd'hui ne pensent pas comme vous. Alba, bonjour. Bonjour. Je peux donner votre âge? Oui. Je vais même vous le demander. 70 ans. D'accord. Vous êtes ménopausée? Oui, depuis l'âge de 55 ans. 55 ans. Ça fait 15 ans. Et depuis... je suis sous THS depuis 15 ans. C'est-à-dire traitement hormonal? Exactement. Pourquoi vous prenez un traitement hormonal depuis si longtemps? Parce que j'ai vu autour de moi tous les accidents qu'on peut avoir. On est plus fragilisé. Les os très fragiles. En plus, maintenant, on dit qu'il y a des études qui disent que c'est même bénéfique contre la maladie d'Alzheimer. On n'a pas encore tout à fait... moi, je ne pourrais pas vivre. Pour moi, c'est vital. Les hormones, c'est vital. Si à 70 ans, je peux être comme ça, mais bon, sans traitement hormonal, je précise. Moi, je ne pourrais pas du tout me supporter encore avec des règles. C'est impossible pour moi, ça. Bon, en plus, j'ai un parcours, plusieurs sortes de stérilets. Donc, moi, je voudrais intervenir sur le fait, moi, ça a été la périménopause qui m'a posé le plus de problèmes. La péri, docteur. Avant, parce que là, alors, il y a un médecin sur le plateau qui l'explique. Alors, péri, ça veut dire autour. C'est simple. C'est simple. Et, comme le périphérique. Exactement. Et donc, les troubles de la ménopause commencent bien longtemps avant la ménopause, parfois 4, 5, 10 ans avant la ménopause. L'âge moyen de la ménopause? 50 ans et demi, 51. Et les premiers signes apparaissent biologiques, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, c'est 10 ans avant. Et en fait, c'est vrai ce que vous dites, les troubles les plus importants sont plus dans la période qui précède immédiatement la ménopause, avec l'anxiété, la nervosité, l'angoisse, l'insomnie. Donc entre 45, 48 et 50 ans? Voilà. Absolument. Parce que là, moi, je suis là, je vais retourner voir un médecin pour savoir si vraiment je suis ménopausée. Je n'ai plus de règles depuis 1 an. Et moi, c'est le bonheur total, quoi, maintenant. Je veux dire, c'est pour ça que le message d'espoir, il faut le délivrer. Je veux dire, une fois qu'on a le mot ménopause qui est établi, on a la ménopause, pof, hein.
on est super bien. Mais moi, c'est cette période avant, de 5 ans, voire 7 ans, très, très pénible. C'est une période de doute psychologique, mais c'est aussi, j'imagine, quelque chose de physique, de physiologique qui se passe dans le corps. Alors, c'est un problème qui est au départ purement technique, c'est-à-dire que l'ovaire a du mal à fonctionner parce qu'il a vieilli et donc il est stimulé en excès. Et donc, il a des périodes de grande explosion hormonale et des périodes de grande dépression hormonale. Et c'est ce qui est si mal vécu, c'est de passer du haut au bas en quelques heures, en quelques jours, et donc d'avoir soit des bouffées de chaleur et des insomnies, soit des grandes périodes d'angoisse. C'est comparable à ce qu'on peut ressentir à l'adolescence ? Où il y a aussi un véritable chantier hormonal qui se passe dans le corps. C'est-à-dire que toutes ces deux périodes sont des périodes de grande modification hormonale et qui peuvent avoir effectivement certains points communs. Donc la période la plus difficile à supporter pour vous, Geneviève, ça a été la périménopause. Je pose la question à Donatella. Et vous-même ? Oui, c'était avant, oui, justement, avant. Je suis contente d'entendre ça. Non, je pense que ça va rassurer beaucoup de femmes, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre. Vous nous avez parlé de... seul. Ouais, on se sent seul. Oui, parce que moi je disais c'est le phénomène de périménopause qui m'a handicapé la vie pendant... Quand j'ai dit 45 ans, c'est pour ça que le docteur a avancé une dizaine d'années. Oui, ça demande au moins 10 ans. Ça demande 10 ans. Et là, je me retrouve en adéquation depuis 1 an avec moi-même. De 51 à 52. Je n'ai pas encore 52. Est-ce que c'est possible ou est-ce que je divague ou pas ? Mais en fait, vous ne divaguez pas, peut-être le dire à madame. Ce qui bouleverse, c'est la grande période de changement, et quelques années après, on arrive dans un nouvel équilibre et on retrouve une certaine sérénité. Et ce que vous dites est tout à fait exact. C'est la période de transition qui est la plus difficile. Terrible. Et je voudrais dire quand même que cette ménopause, pour en saisir la portée, il faut la resituer dans un contexte, celui du milieu de la vie de la femme. Et c'est là où elle se pose des questions essentielles, sensiblement à la cinquantaine, où elle se dit « mais au fond, j'en suis peut-être à la moitié du parcours ». Et tandis que ce bouleversement hormonal la travaille, elle se dit « mais quel sens à ma vie ? Où en était ma mère au même âge ?» Et elle se sent, si vous le voulez, perdre tous les acquis qu'elle a reçus à la puberté. Elle ne peut plus faire de bébé, et tout d'un coup, elle est dans un tout nouveau rapport au temps et à son corps. C'est la maturescence. Et c'est une étape du développement de la féminité, la ménopause. C'est la naissance d'une femme mature. Après, c'est ce que vous disiez, c'est une renaissance parce qu'après la crise existentielle, c'est un deuil de soi, c'est vrai, il faut le vivre. C'est le deuil d'une partie de soi. Partie de soi, plutôt. On laisse passer la jeune femme qu'on a été, mais ensuite, en lâchant le maternel, on ressaisit un fil conducteur. C'est le fil conducteur de sa féminité et on s'investit dans des buts créatifs. Et pourquoi pas dans une relation amoureuse. Tout dépend à quel moment survient cette ménopause. Et pourquoi pas retrouver une sexualité qu'on a connue de manière plus débridée quand on était jeune et qu'on avait peut-être mise entre parenthèses pendant une certaine période. Parfois. Il n'y a pas deux réactions semblables. Tout dépend si cette femme est seule quand ça survient. Tout dépend si son couple marche bien. Quelquefois, vous savez, une nouvelle histoire d'amour qui démarre à 60, 70 ans fait remonter les estrogènes et il s'effondre si on a un deuil pendant cette période. Il ne faut pas réduire la ménopause, qui n'est pas une maladie, au simple phénomène physiologique. Ce phénomène physiologique, c'est vrai que c'est symbole de vieillissement et qu'en même temps, c'est une renaissance, passer cette crise existentielle qui nous fait grandir dans notre féminité. Et c'est important pour toutes celles qui vont mal de leur dire qu'elles vont en sortir. On va revenir sur cette période de deuil qui en fait se transforme en renaissance par la suite, mais il faut aussi qu'on évoque, pour rassurer beaucoup de femmes, vous l'avez signalé, effectivement, on s'est tous trouvés mutuellement assez... culotté dans l'histoire, dans la rédaction de Toute une histoire, en proposant une émission que sur la ménopause. On s'est aperçu que finalement, on n'y connaissait pas grand-chose à tout ça et que ça concernait pourtant beaucoup de personnes, des femmes bien sûr, mais également tout leur entourage. D'abord, les symptômes physiques. Vous nous avez parlé de la peau, des mains, des pieds qui se transforment. Alors, est-ce que ça c'est lié au... Oui, je pense que c'est ça, c'est le vieillissement cutané. C'est le vieillissement ou c'est lié à la ménopause? Je pense que c'est dû aux chutes d'hormones, enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est... C'est les deux. Les deux, voilà. C'est les deux. C'est les deux. C'est une période difficile parce que c'est effectivement le croisement d'un bouleversement hormonal, d'un changement d'âge, et c'est aussi le début de l'altération physique. La peau des mains et des pieds qui deviennent presque coupants, vous nous avez dit. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas comme pour les hommes, lié simplement à la vieillesse? Alors, continuons, règles irrégulières, d'accord, bouffées de chaleur, sueur nocturne, des mauvaises nuits,
vraiment des nuits compliquées, pénibles. Très. Oui. Sécheresse alors là, plus intime. Ça, pour le coup, oui. Et ça, alors, j'étais absolument pas prévenue. Hein. Ça, c'est un truc... Pour moi, ménopause, c'était arrêt des règles, donc on ne peut plus procréer, et on a des bouffées de chaleur. Moi, j'avais associé ça que à ça, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses. Des douleurs également. Beaucoup de douleurs. Vous avez dit, j'ai presque eu l'impression d'accoucher. Bon, des douleurs au ventre, mais là, ça a été tout un passage sur mon corps, de quelque chose qui aussi dans ma tête passé, parce qu'il ne faut pas toujours associer que des choses physiques. Non, je suis d'accord avec vous, surtout que vous avez dit, j'ai eu la sensation d'accoucher au moment où vous ne pouviez plus avoir d'enfant, donc il y a sans doute un lien. Oui, exact. Il y avait comme des douleurs, comme pour un accouchement, de mal au ventre, et c'était bizarre d'imaginer ça aussi. Insomnie. Oui, je l'ai dit. Oui, sensation d'épuisement. Fatigué. Les palpitations? Non. Ah bah tiens. Ça dépend. Diminution de la libido. Oui, mais enfin bon. C'est un moment de grands changements, donc ça peut arriver aussi. Diminution de la libido? Non. Pas en ce qui vous concerne directement. Quand on écoute Geneviève ou Donatella, on se dit soudain que quand on est un homme, on a de la chance, mais peut-être nous arrive-t-il quelque chose de comparable à nous également? Alors, chez l'homme, il y a aussi une baisse hormonale, mais c'est une baisse, l'andropause, c'est une baisse progressive, et ce qui caractérise la ménopause, c'est sa brutalité. C'est-à-dire que l'homme a des hormones qui baissent tout doucement, et finalement, certains hommes passent en dessous d'un certain seuil, et ça s'appelle l'andropause. Mais tous les hommes ne passent pas en dessous de ce seuil. En revanche, toutes les femmes ont cette chute brutale, c'est 100% de la population. Elle peut arriver à des âges, cette ménopause, qui sont beaucoup plus précoces. Vous avez quel âge? 28 ans. Votre témoignage juste après ce message de la rédaction de Toute une histoire. Vous êtes une femme et vous pensez avoir tous les critères physiques pour plaire aux hommes. Vous êtes blonde et vous n'en pouvez plus d'être l'objet de toutes les convoitises. Vous avez changé d'apparence physique pour plaire aux hommes. Vous êtes un homme, venez nous expliquer quels sont vos critères en matière de beauté féminine. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, Toute une histoire recevra des familles recomposées. L'arrivée d'un beau-père ou d'une belle-mère n'est pas toujours une bonne nouvelle pour les enfants et des questions se posent. Est-ce que les enfants vont s'apprécier? Est-ce qu'ils vont m'apprécier? Est-ce que je vais les apprécier, tout simplement? À trop vouloir gagner l'affection du fils de son nouveau conjoint, Anne en a délaissé sa propre fille. Moi, j'ai pas du tout de complicité avec ma mère. Et Jean, il en a beaucoup plus avec ma mère que moi, j'en ai avec ma mère. Chez Sandrine et Luc, de bonnes relations passent par la communication et un rituel, le conseil de famille. Donc, n'oubliez pas ce qu'on vous a dit, effectivement, vous n'êtes pas obligé de vous aimer ou de nous aimer, mais vous êtes obligé de nous respecter et de vous respecter. Voilà, avec cette règle-là. Vous aime. Alors si la ménopause, on l'aura compris, génère des symptômes pas vraiment plaisants, elle entraîne aussi des changements physiques et psychologiques chez les femmes qui y sont soumises. Comment faire face quand on perd soudain une partie de ses repères? C'est le second volet de notre émission dont nous parlons donc aujourd'hui et maintenant avec Amélie qui est la benjamine de ce plateau. Vous rappelez-nous votre âge? J'ai 28 ans. 28 ans aujourd'hui, vous n'avez que 28 ans et pourtant le sujet de la ménopause, vous le connaissez bien. Oui. Je pense le connaître assez bien, oui. À quel âge vous avez été ménopausée? Ça fait un an, à peu près un an et demi, donc ça a 27 ans. À 27 ans? Oui, voilà. Vous êtes sûre que c'est la ménopause? Ah oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. On a fait les dosages hormonaux, il y a les effets secondaires. Il n'y a pas de doute. Voilà. Parce que parfois les cycles sont très irréguliers, parfois on a des problèmes dans la tête qui rebondissent sur le corps, mais cette fois-ci vous êtes certaine? Oui, certaine. Hein, les dosages complémentaires ont été faits, les radios des ovaires, de l'utérus ont été faits pour bien montrer qu'ils sont atrophiés, que bon,
Pourtant, vous avez l'air toute jeune. Hein. Bah oui. Je fais plus jeune que mon âge en plus, oui, donc c'est encore plus étonnant, impressionnant. Tout à fait. Moi, j'ai une autre problématique et ça me bouleverse, quoi. J'ai l'impression de me plaindre en définitive pour rien, parce que bon, elle a un autre parcours, c'est un autre vécu, une autre histoire. Après examen, sur examen, comment vous avez encaissé la nouvelle? Je pense qu'on peut forcément... Enfin, je l'ai mal encaissé. On ne peut pas prendre ça comme une bonne nouvelle, hein, à 27 ans. C'est toute ma vie qui a été bouleversée. Vous avez des enfants? Ah non. Justement, j'ai arrêté la pilule pour avoir des enfants. Et 9 mois après, ayant pas de cycle naturel, ayant des bouffées de chaleur, des insomnies, etc., on a fait tous les examens nécessaires et en quelques mois, j'ai eu le diagnostic. C'est la première fois que j'entends ça. Vous étiez mariée depuis 2 ans, vous avez donc ce projet de bébé avec votre mari. Le diagnostic tombe de ménopause. Vous tentez d'accepter cette injustice. Et c'est vous, maintenant, qui donnez des conseils à votre maman sur la ménopause. On regarde ça dans ce reportage assez étonnant. Quand je me regarde dans la glace, je vois une personne de presque 30 ans, jeune, et puis je vois une autre personne qui a une 50aine d'années. C'est vraiment ce qui est dur à vivre au jour le jour. À 27 ans, Amélie est un cas médical rare, puisqu'elle est déjà ménopausée. Pour atténuer les symptômes physiques de cette ménopause précoce, elle suit un traitement hormonal à vie. Mais pour cette jeune mariée, la souffrance n'est pas seulement physique. C'est un peu difficile, mais il faut que je garde le moral pour que tout aille bien. Parce qu'on dit que le psychologique joue beaucoup. Les moments durs, c'est quand on apprend une grossesse. Voilà, je vais mettre à pleurer. Hypersensible, Amélie est constamment débordée par ses émotions. Elle confie avoir du mal à se reconnaître. Enfin, les effets secondaires, etc. de la ménopause, c'est quand même assez lourd à gérer. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est le pire. En apprenant sa ménopause, Amélie s'est sentie moins qu'une femme. Maxime doit sans cesse la rassurer. Je me suis posé la question si mon mari... comment vivrait-il les choses, sachant que je ne pourrais pas lui apporter d'enfant naturel. Mais je crois que la question, je me suis posée qu'une fois. Et puis, j'ai confiance dans notre couple. J'ai pas vu de changement vraiment radical, quoi. Mais c'est vrai que, effectivement, elle est un peu plus sensible. Enfin, c'est logique sur tout ce qui touche notre problème. Voilà. Il est tous les jours présent. Excusez-moi. Auprès de sa maman et d'Élise, sa petite sœur, Amélie évacue un peu son mal-être. Élise, justement, vient d'apprendre par des tests médicaux qu'elle sera elle aussi bientôt ménopausée. Paradoxalement, les 2 jeunes femmes vivent en même temps un problème qui n'aurait dû concerner que leur maman. Est-ce que ça te fait comme moi? Moi, je me sens... Je sens que je vieillis de l'intérieur alors qu'à l'extérieur, je me sens encore jeune. Complètement. C'est le monde à l'envers, quoi. C'est la fille qui est ménopausée avant la mère. Et jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille. Quand Amélie a eu ses résultats, moi j'ai voulu les faire par précaution. Voilà, j'ai eu peur. Et on s'est rendu compte qu'il risquait de... C'était en phase de préménopause. Maintenant, de voir ce qu'Amélie est en train de vivre, ça me fait peur. Parce que bon, c'est dur, c'est très dur à vivre. Je la vois souvent triste. Arrête. Je me suis sentie un petit peu coupable, parce que c'est quand même moi qui les ai mis au monde. Mais bon, Amélie, elle m'a beaucoup aidée aussi à surmonter mon problème et puis mes angoisses. Notre vie tourne principalement autour de cette de cette ménopause qui arrive trop tôt. Ça nous change nous, ça nous change notre corps, notre comportement, ça change notre... En fait, elles ont mûri... ça vous a fait mûrir. Enfin, bon, je veux pas dire que t'étais pas mûre, parce que quand même, tu t'es mariée, mais ça les a fait vieillir trop vite, quoi. Je trouve.
Ça vous touche? Bah oui. Vous en êtes tout dans ce projet de bébé, alors? La seule possibilité pour moi, c'est le recours au don d'ovocytes. J'ai fait une première tentative à l'étranger cette année qui n'a pas marché. Donc je retente une deuxième fois, qui sera certainement la dernière, vu les coûts. La première fois en Espagne et là je pars en Crète. Voilà. En France, le problème du don d'ovocytes fait débat. Les élections sont proches. Voilà. On essaie de mobiliser nos députés, de mobiliser pas mal de monde. Pour faire évoluer la loi. Voilà. Quelles explications les médecins vous ont données à cette ménopause précoce? Aucune. Pour eux, l'important, c'est pas de trouver l'explication. C'est de constater. D'avancer. Oui, voilà. Comme on ne peut rien y faire, on ne peut pas revenir en arrière. Ça ne sert à rien de trouver les causes. Des antécédents dans la famille? Non. J'ai une grand-mère qui a fait 11 enfants. J'ai une mère qui a fait 3 enfants sans problème. Voilà, mais par contre, j'ai ma petite sœur qui a le même problème que moi. Voilà. À quel âge? Elle a 22 ans. Et et elle a fait les analyses, on l'a vu dans le reportage. Elle a un taux d'hormones supérieur, un taux d'hormones comme une femme ménopausée. Donc elle a encore des cycles, mais elle a des bouffées de chaleur, des choses comme ça. Vous avez vu ces bouffées de chaleur, vous? Ah oui. Parmi tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui sont les signes de la ménopause, peut-être on va les montrer à nouveau. Oui. Est-ce que vous avez eu les mêmes que celles qui ont 20, 25 ans de plus que vous? Ah oui, j'ai plus de règles, les bouffées de chaleur, on ne dort plus, sécheresse vaginale, oui, diminution de la libido, non. Je dirais c'est plus lié à un état psychologique. On ne se sent pas très bien dans sa peau, donc forcément, on a moins envie. On ne se plaît plus, voilà, on a moins envie. Insomnie, épuisement, on a tout le temps envie de dormir, palpitations, c'est lié aux bouffées de chaleur. Je dois suivre un traitement pour l'ostéoporose, parce que j'ai des antécédents dans ma famille. Fragilité des os. Voilà, donc c'est un traitement qu'on donne normalement à une femme quand même beaucoup plus âgée. Voilà. Ça a été très étonnant dans l'enveloppe que vous C'est représentez. ce que je précise dans le reportage. En fait, je me sens vieille de l'intérieur. Vous voyez parfois une vieille femme, vous dites? Oui. Oui. Personne ne voit une vieille femme, j'imagine. Oh non, elle est magnifique. Ouais. Au contraire, vous êtes très, très lumineuse. Non, mais c'est ce qui est difficile à vivre, parce que notre mal-être et puis nos soucis ne se voient pas de l'extérieur. Et vous avez l'occasion de vous en expliquer aujourd'hui, en tout cas. Voilà, je me sentais seule et je fais partie d'une association qui s'appelle Les Enfants Cadeaux, que j'ai connue pour le don d'ovocytes. Et dans cette association, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi, donc je me sens moins seule aujourd'hui. On écoutera une autre jeune femme dans quelques instants. Ces changements physiques aussi, puisqu'on parle de tout ce qui concerne la ménopause aujourd'hui. Vous en avez observé, Donatella? Oui, bien sûr. Physique, vous dites. Non. Personnellement, physique, non. Parce que non, c'était plutôt psychologique, ouais. Plutôt voilà, tous les autres. On parle choses. De la fragilité des os. Vous nous avez parlé de déplacement de zones graisseuses aussi en préparant l'émission. Bah oui, moi je suis quand même assez fine, donc ça se voit moins. Mais on prend ce qu'on prend dans le bas du ventre, on le garde, hein, c'est impossible à enlever. Donc non, pas vraiment. Vous arrivez à vous trouver aussi jolie que vous l'êtes? C'est pas moi qui dois le dire, mais oui. c'est un regard qui change aussi, parce que c'est vrai qu'on nous a mis cette idée que bon, on change ou quelque chose doit changer, et alors on se regarde avec un point d'interrogation, mais donc c'est ça. Geneviève, comment vous faites vous pour conserver autant que possible ce physique? Ce physique, je me suis remis au sport, tiens, depuis quelques mois, ça va mieux, donc voilà. Quel sport? Oh, un petit peu de gymnastique, hein, tranquille. J'en ai fait beaucoup, je ne pouvais plus, parce qu'on a l'impression que notre carcasse va se casser dès qu'on met un pied l'un devant l'autre. Hein, parce qu'on vous le dit ou parce que vous le ressentez au fond de vous? Je le ressens, c'était impossible physiquement. Vous sentez les os fragilisés? Ah ouais, j'avais trop mal, trop mal.
Donc j'ai laissé, j'ai temporisé, et puis maintenant que je vais bien, je m'y suis remis. Bon ben, bonjour à mon coach, aujourd'hui je ne suis pas venue. Je devais y aller aujourd'hui. Mais on voit des femmes de 50 ans, de 55 ans faire des semi-marathons ou des marathons pourtant. Donc il y a quoi? Il y a un stade à passer? Oui, il y a un stade à passer. Vous êtes en train de le passer, vous avez parlé de soins aussi? Bah oui, les soins comme de une la peau, jeune femme. attendez. Bah oui, on a un mari depuis 33 ans, on a envie quand même qu'ils soient contents et fiers de nous. Hein. C'est pas parce qu'on est à 52 ans qu'on doit se montrer. En plus, j'ai un petit-fils, donc je le garde tous les lundis, je dois être belle et présentable quand il arrive. Je donne la parole à Françoise, qui est dans le public, aussi comme Amélie a connu une... Où êtes-vous, Françoise? Bonjour. Une ménopause très jeune. Vous aviez quel âge lorsqu'on vous a dit que vous ne pourriez plus avoir d'enfants à cause de la ménopause? 36 ans. Comment vous avez réagi? Disons que c'était un peu désolant, mais dans la mesure où j'avais déjà une fille, c'était pas catastrophique. Vous saviez que c'était possible d'avoir une ménopause si jeune, bien qu'elle soit plus âgée? Oui, je savais que c'était possible, mais je ne savais pas que ça m'arriverait, moi. 39 ans, on n'a pas l'impression que c'est... 36. 36, pardonnez-moi. Vous étiez préparé à cette annonce? Quand on se rend compte qu'il n'y a plus de règles, que ça fait 1 an que ça dure, qu'il y a eu des analyses qui étaient négatives, qui disaient que c'était... Voilà. Après, un jour ou l'autre, on comprend... Vous aviez une petite fille, vous disiez? Oui. Mais vous avez essayé pourtant d'avoir un deuxième enfant, comme souvent on le souhaite dans une famille. Oui. Quels essais avez-vous fait? J'ai fait par un don d'ovocytes. J'ai fait 3 essais qui ont échoué. J'ai fait une demande d'adoption. J'ai eu l'accord d'adoption. L'agrément? Agrément. Donc? Mais entre-temps, il y a eu une bonne nouvelle. J'ai été enceinte. Ah bon? Bravo. C'est beau, ça. C'est-à-dire? J'ai pas bien compris. Oui, c'est difficile à comprendre. Je n'ai eu aucun symptôme de retour de règles. Et un jour, je n'étais au 4e mois de grossesse. J'ai découvert que j'étais enceinte. Vous avez quel âge à l'époque? J'ai eu ma fille quand j'ai eu 42 ans. Et vous étiez ménopausée, soi-disant, depuis... J'étais officiellement ménopausée puisque j'ai fait toutes ces démarches. Toutes ces démarches dont je vous ai parlé, elles ne peuvent se faire que si on est officiellement ménopausé. Donc vous ne preniez plus de contraceptif? Ah bien sûr que non. C'est un des avantages. Ça, c'est surprenant? Pas vraiment. Pour moi, non, parce que effectivement, je travaille beaucoup dans ce domaine. C'est qu'en réalité, la ménopause, il reste quelques follicules ou des œufs à l'intérieur de l'ovaire. Il en reste très peu. Et de temps en temps, des années plus tard, il y en a un qui sort. Et quand on a un rapport à ce moment-là, on peut être enceinte. C'est rarissime, mais c'est pas... Vous en êtes aperçu au 4e mois. Vous avez senti tout d'un coup que ça bougeait à l'intérieur. Oui. Voilà, oui. J'ai senti que ça bougeait et comme j'avais déjà eu une fille, je savais... Vous n'avez pas dit c'est un mirage ou un petit peu. Le corps change ou... Ça m'est arrivé au début d'une nuit. Le lendemain, tout de suite, j'ai fait un test de grossesse qui s'est révélé positif. Excusez-moi. Oh, c'est pas grave. J'ai téléphoné à mon gynécologue. J'ai eu un rendez-vous très rapidement, 8 jours après. Vous habitez quelle ville? Besançon. Et 8 jours après, mon mari est venu avec moi parce que je lui ai dit il faut que tu viennes voir, c'est pas possible. Voilà. Et il a effectivement constaté que j'étais enceinte. Il m'a dit tout de suite aller faire une échographie parce que c'était déjà passé l'échographie des 3e mois. Et c'était, voilà, il était là, j'avais un deuxième enfant, une petite fille encore. On vous a parlé de ménopause psychologique, expliquez-nous. Moi, oui, disons que je me suis demandé si c'était pas psychologie, si ma ménopause n'était pas due à un problème, à la psychologie. Si vous n'aviez pas vous-même fabriqué votre ménopause, avec la tête? Je ne sais pas si c'est réel, mais je me suis dit peut-être que psychologiquement, je me fais un blocage. Pourquoi depuis, vous êtes retombée 3, 4, 5 fois enceinte ou... Non, ça va. Mon gynécologue m'a dit maintenant, je vous donne un moyen contraceptif pour être sûr que vous ne retombiez pas enceinte. Je vous parle de... J'avais 42 ans il y a déjà 10 ans de ça. Ah bon, vous faites jeune. Oui, j'ai 52 ans.
Et à 42 ans, à ce moment-là... Ça conserve, hein, la ménopause précoce. Hein. Amélie a l'air d'avoir 18 ans. À ce moment-là, il y a donc 11 ans en arrière, c'était pas comme maintenant. Les femmes à 42 ans, quand elles avaient un enfant, c'était très surveillé. On m'avait dit, vous avez un deuxième enfant, on ne sait jamais avec vous comment ça va se passer. Donc je vous donne un moyen de contraception pour être sûr que vous ne retombiez pas enceinte, entre guillemets, par hasard. Ça vous inspire quoi, Amélie? De l'espoir. Oui. Je rêve d'un miracle comme celui-ci. Je vous le souhaite. On va parler maintenant des hormones qui font du yo-yo. On pense aux compagnons de Geneviève, parce que vous nous avez bien... 33 ans, oui. Oui. Donc, ah non, vous n'avez pas des problèmes de ménopause depuis 33 ans. Mon mari, depuis 33 ans, je dis. Oui. Je précise. D'accord. Nous avons suivi donc chez vous avec votre mari, et on a pu s'apercevoir effectivement que ce monsieur avait beaucoup de patience. Moi, j'ai trouvé une chose intéressante. Là, tu vois, moi, c'était ça, le syndrome de préménopause qui m'a le plus handicapée. Là, tu vois, les bouffées de chaleur, c'est dedans. Vulnérabilité émotive. Tension nerveuse, tu vois, anxiété, irritabilité, sentiment de dépression, bah, c'est tout à fait ça. Tu es en plein dedans. Sécheresse vaginale avec douleur lors des rapports sexuels, douleur musculaire, gain de poids, diminution de la libido. Donc, tu vois, ça promet encore de belles journées ou de bonnes soirées. Depuis un an, Geneviève apprend à gérer sa ménopause. Pour l'aider à passer ce cap difficile, elle a dû adopter de nouvelles habitudes. Tous les matins, c'est le rituel. Après la toilette, on met des crèmes les mains, ensuite le corps. Il faut accepter sa nouvelle image. Hein. C'est désagréable à vivre. Hein. Moi, j'ai vraiment reçu ça de plein fouet. Hein. C'est comme un petit séisme. Hein. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Un séisme, ça en a été aussi un pour ses enfants et son mari. L'année dernière, toute la famille a dû apprendre à composer avec les réactions déroutantes de Geneviève. Je comprenais pas vraiment. Tu vois, je voyais une mauvaise humeur. Pour moi, bon, la vie était toute rose. Je rentrais chez moi, j'étais heureux. Je voyais ma mère qui faisait qui m'engueulait pour aller rien. Et moi, c'est ça, je te le reproche. Souvent, dis-le-moi juste gentiment. Je sais. Et ça se comprend. Je comprendrais mieux et on t'y arrivait pas. Non, je n'y arrivais pas. C'est vrai que moi, je rentrais plus chez moi. J'étais plus très content j'étais pas très heureux de rentrer chez moi. Mon grand désarroi, c'est justement. C'était par période que c'était des périodes de furie, de furie, c'est vrai. On était là, mais même on regardait, on rigolait un petit peu, même, tu sais, avec Arnaud. Maintenant, c'est risible, maintenant, faut en rire, hein. Parce que t'étais avec ton éponge à 4 pattes, machin. Faut en rire, hein. Faut en rire, heureusement, hein, qu'il faut... Chaque carreau. Comme disait Bruno, effectivement, il y avait 3 miettes par terre, c'était une catastrophe, quoi, en définitive. Ouais, tout était amplifié, tout devait être à sa place, comme il dit. C'était un petit peu difficile à vivre, quoi. C'était difficile à vivre, autant pour elle que pour les autres, quoi. Donc on parlait plus, il n'y avait pas de dialogue, parce que étant donné que tu étais un petit peu... Moi, je faisais la tête, hein. T'étais pas ravie de nous voir, donc on se racontait pas. Je reconnais. Mais cette agressivité et cette décharge que j'avais sur vous pendant cette période, moi, c'est vrai que vous l'avez mal vécu, mais moi aussi, hein, Aujourd'hui, Geneviève gère mieux ses sautes d'humeur, mais elle n'a toujours pas retrouvé sa libido. Avec son amie Anne, qui vit la même chose, elles essayent de se rassurer. Tu te dis, il fallait que je trouve une solution. Il fallait que je trouve une solution. Mais on est en couple, et la solution, c'est la femme qui doit la trouver. La femme qui doit la trouver, oui. Et c'est là où je trouve c'est un petit peu difficile à gérer, c'est vrai. Dire. Alors là, par contre, c'est vrai. Toi, tu aurais aimé que ton mari s'implique plus? Oui. Ouais. Pour le coup, je ne vais pas poser... Oui, parce que les rapports, c'est une histoire de couple. Oui. Donc, vraiment, il faut avoir un compagnon ou un mari compréhensif. Bon, il faut du dialogue, hein. Oui, c'est sûr. Compréhensif, le mari de Geneviève l'a été. Paradoxalement, c'est Geneviève qui vit le plus mal son manque de désir pour lui. Attends, on est mariés, voilà quoi. C'est dans la normalité des choses de se dire faut avoir de la libido, faut avoir envie l'un de l'autre, voilà. Puis on te tarabuse, soit dans les illustrés, partout. Si tu rentres pas dans une norme, faut faire ça 2-3 fois par semaine ou tout. T'es débordé par ça, ça te prend. Je peux pas nier la baisse de libido. Je peux pas la nier. Oui, non, mais ça c'est évident. Hein. De toute façon, comment mais c'est on est parti sur un respect mutuel. De toute façon, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je dois reconnaître que c'est. Disons, ça c'est fort par rapport à toi. Pour toi, c'est. Il faut assumer, en définitive. Quand on est marié, c'est pour le mieux, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous
vous aime. Je suis gracieuse quand même, c'est pas beau. À chaque fois que j'entends les 2-3 fois par semaine, etc., c'est vraiment une question de rythme, franchement, c'est une question d'intensité, non? Ouais, bon, enfin bon, c'est une question... Alors tout à fait. Comme s'il y avait des normes à ce niveau-là. Ah oui. Est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir fait traverser des moments difficiles à votre mari, à votre famille? Parce que, en plus de tout, hein, de tout ce qu'on a dit, j'ai eu un problème annexe physique qu'on ne trouvait pas. Pourquoi? Je ne pouvais pas avoir de rapport. Donc je me suis battue, il a fallu que je change de gynéco 3-4 fois parce qu'on m'avait presque... Ça a à voir avec la sécheresse vaginale? Oui, mais on ne me l'a pas dit ça. On ne me l'a pas dit. Je ne savais pas. Donc on a fait des tas d'examens, j'ai vu X et X thérapeutes. Total, j'ai trouvé la bonne personne au bon moment, gynéco, qui m'a quand même fait un examen approfondi et qui a trouvé la lésion. Enfin, je me plaignais toujours d'une lésion, j'avais très mal, très mal. Et on l'a trouvée. J'avais une petite lésion à l'intérieur de mon vagin. Provoquée par les sécheresses? Je n'ai pas de réponse. On a fait une analyse de cette lésion, mais quand même pendant 2 ans. Il a fallu quand même que je vive avec ça. Alors, allez parler de ça à vos amis, à vos parents. C'est pour ça. Pas facile. Oui, c'est pas facile. Et j'ai trouvé la bonne personne au bon moment, qui a fait un examen, qui a trouvé. Un gynécologue. Et j'ai été opérée. Donc, là, je me suis... comment dire? J'ai eu l'étiquette pendant 2 ans de folle dingue. Parce que je parcourais tout Dijon pour aller... On se demandait si c'était vraiment local ou si c'était plus haut. Voilà. Voilà. Eh ben non, vous n'étiez pas folle. Eh ben, j'étais pas folle. Et depuis, c'est reparti comme très bien, formidable. Patrick, vous êtes le conjoint de Donatella ici présent. Et vous avez traversé cette période de baisse de libido, de difficulté pour avoir un câlin avec votre femme? Oui, un moment, oui, puisque c'était un changement radical, une transformation. Oui, c'était remis en question, ça aussi, un moment. Est-ce que ça fait pas en sorte que vous-même, vous vous êtes remis en question, en vous disant « je ne lui plais plus » Bien sûr. Ouais. Elle n'a plus envie de moi? Bien sûr. Ah oui, on a mis toutes les choses, tout à plat. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous répondait? Redonne-moi du désir, elle me disait. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous, au fond de vous? C'était une question de lui ou une question de vous? C'était que l'attention... J'étais occupée par autre chose. C'était pas ça, c'était pas la sexualité la chose la plus importante. Tandis qu'il y avait tellement un bouleversement total. Moi, je dirais, pas pour dramatiser, c'était pas une chose dramatique, mais importante. Donc là, je vais souligner que... Mais tellement importante que vous avez mis la sexualité de côté. Oui, justement, c'était pas intéressant. Après, c'est revenu. Et, pendant combien de temps c'était plus intéressant? Oui, presque 2 ans. Presque 2 ans. Voilà. C'est une question... Et vous, ça restait intéressant pendant 2 ans? Oui. Alors, comment pardonnez-moi pour cette question. Mais non, je crois qu'il y a eu un moment où cette remise en question nous a amené à des conversations qui étaient... Parce que l'amitié, la camaraderie, l'affection, la tendresse... L'amour. L'amour, voilà, ça fait partie de l'amour. Puis il n'y a pas simplement la libido, je crois. Et vous avez compris que c'était aussi une question qui était liée à la périménopause ou à la ménopause elle-même? Bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Tout le monde, visiblement, n'est pas totalement informé sur ce sujet. J'espère qu'on participe à l'information. Ça se traduit aussi par des moments de déprime? Oui, mais je pense que j'ai passé aussi des moments de dépression, oui, aussi. Des moments de... Il faut tenir le coup, hein. Enfin, il faut tenir le coup, oui. Je pense que, franchement... Il a assuré? Il a assumé. Surtout, on s'est trouvé à 4 heures à boire un café. Moi, j'ai passé... 4 heures de l'après-midi? De la nuit. Ah, oui. De la nuit. Pas mal de cafés nocturnes. Vous vous réveillez tôt? Non, c'est moi qui je me réveillais. Souvent la nuit, comme ça? Souvent la nuit, et donc je lui proposais un café, et là on a fait des conversations très intéressantes. Vous aviez besoin, ah oui. Très intéressantes. Il y a des moments de vérité généralement qui sortent quand tout le monde dort comme ça. Moi je pense qu'on a bien profité de cette insomnie. Vous compreniez ce qui se passait, que votre femme, que cette ménopause était vraiment en train de la transformer, non pas de manière définitive, mais que c'était un passage? J'ai compris que c'était important. D'être près d'elle à ce moment-là. Mais vous saviez que c'était un passage ou vous vous êtes dit ça va être comme ça toute la vie? Je ne savais rien. Mais on a bien senti qu'il fallait le vivre pour le transformer. Oui. Mais il faut que je dise que moi je suis partie à trouver... Je voulais
comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pour la première fois de ma vie, quand j'ai eu mes règles, personne ne m'a dit rien. Là, je voulais me prendre à l'avance. Alors, comme toutes, je ne sais pas, comme toutes les femmes, avant qu'arrive la ménopause, je suis allée voir un gynécologue. Et la première chose qu'il m'a dit... À quel âge? 48 ans. Et je voulais savoir, me prendre à l'avance, pour une fois. Et c'est bien aussi parce que je n'avais pas d'autres informations. Et la première chose qu'elle m'a dit, vous n'êtes pas comme toutes les Vénitiennes qui ne veulent pas prendre des hormones. Avant de m'asseoir, elle m'a dit cette phrase qui m'a beaucoup choquée. Et je suis sortie de cette consultation avec une recette, une ordonnance d'estrogène que je n'avais pas demandé, très confuse. Donc, je me suis dit, si je suis confuse, moi, qui en plus j'avais travaillé 15 ans dans cet hôpital, comme sont les femmes, les autres femmes qui n'ont pas une attitude à prendre les devants comme ça. Et quand je suis allée donc tout de suite avoir dans une librairie, et je demandais, est-ce que vous avez un livre sur la ménopause? J'ai baissé la voix. Je dis, pourquoi je baisse la voix? Baisser la voix ou baisser les yeux? Tous les deux. Ah oui. Donc je me suis sentie, franchement, moi aussi, en difficulté à faire ces questionnements. Catherine Bergerès, c'est bizarre ce sentiment de honte. Je parlais de ma mère et de ma grand-mère, j'espère qu'elle ne me regarde pas aujourd'hui. Ma grand-mère malheureusement, mais ma mère en tout cas. Ma maman n'était pas du tout contente que ma grand-mère lui offre ce livre. Oui, parce qu'elle prenait sans doute ça comme une blessure narcissique. C'était lui signifier qu'elle était vieille, car dans l'esprit de la plupart des gens, la ménopause égale la vieillesse. Donatella baissait les yeux quand elle entre dans une pharmacie. Voilà, c'est vrai que c'est tabou. C'est vrai que c'est pas facile d'avouer qu'on n'est plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant, mais tout devient possible autrement. C'est vraiment cesser d'être celle qu'on a été pour devenir une autre. C'est quand même aussi ne plus se référer sur le calendrier normal, et c'est ce petit calendrier intime où on marquait la date des accouchements, des sevrages, des retours de couches. L'ovulation. Exactement. Et c'est aussi un changement du vécu sensoriel. Une femme, elle se repère dans le temps par rapport à ses rendez-vous en se disant, tiens, là, j'ai le ventre plus ou moins... Je ne vais pas prendre un rendez-vous à ce moment-là. Et après, c'est le calendrier normal. On range, on a l'impression de ranger quelque chose. Mais ce n'est qu'une impression, car après revient un autre état. La période compliquée, vous dites, dure 4 à 5 ans? Non, ce n'est pas la même période compliquée. Il y a une période difficile qui est faite d'angoisse et de nervosité. Ça long, personnellement, 4 à 5 ans. C'est celle qui précède la ménopause, 4 à 5 ans. Ça dure 1 à 2 ans, puis après, effectivement... Alors, des femmes continuent à souffrir de bouffées de chaleur, mais on retrouve un nouvel équilibre ultérieurement. 1 ou 2 ans, donc pas 4 à 5 ans. Mais si je peux me permettre, il y a la excusez-moi, mais ça c'est important. Il y a la périménopause avant l'arrêt des règles, et puis une extinction des feux, si j'ose dire, quand les ovaires se calment, quand l'emballement ovarien est terminé, et il y a la périménopause après l'arrêt des règles. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un partenaire, c'est-à-dire un gynécologue, qui est costaud et qui sait manier à la fois le traitement hormonal et les traitements alternatifs. Vous accompagnez votre femme chez le gynécologue? Oui, il faut, parce qu'il faut que les hommes soient informés aussi. Mais oui, bien sûr. Pour comprendre ce qui se passe, parce que la baisse de libido, c'est peut-être aussi une remise en cause de l'amour qu'elle vous porte. C'est essayer de comprendre aussi pourquoi elle a envie d'un café à 2 h du matin ou 4 h du matin. C'est comprendre tout ce qu'on a dit aujourd'hui, enfin, qui sont des états qui peuvent faire en sorte qu'on ne reconnaît plus tout à fait sa femme, en fait. Et oui, elle a l'impression de se perdre, elle a l'impression d'une perte d'intégrité corporelle. Et lui, il a l'impression de la perdre. Excusez-moi de parler des hommes, mais lui, il a l'impression de la perdre. Bien sûr, il a l'impression de la perdre. Et aussi, il est renvoyé à sa propre mère. La ménopause, ça lui fait penser à sa mère. Et ça peut lui faire peur. Alors, il y a des hommes qui ont ça, qui ont peur de cette femme qui vieillit, d'où le fait que quand, d'ailleurs, aujourd'hui, les couples se séparent, l'homme va en général avec une femme plus jeune quand ça arrive. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes seules à la cinquantaine qui se retrouvent justement avec une recherche d'un prince charmant. À cause de ça, il y a des hommes qui ont peur, de même que quand leur femme attend un bébé, ils sont un peu déroutés, ils ne savent pas comment la prendre. Et puis il y a aussi des hommes qui acceptent tout à fait bien la chose et qui accompagnent leur femme et qui leur offrent des fleurs et qui leur disent « pour moi, tu resteras toujours la plus belle ». Parce que ce qui compte, ce sont les mots d'amour, c'est ça qu'une femme a envie d'entendre. Et qu'ils soient informés, qu'ils comprennent ce qui se passe, ça me paraît capital. Christian, vous avez signé La ménopause aux éditions Jacob Duvernay et vous, La femme en crise, la ménopause dans tous ses états aux éditions... Ces éclats. Tous ces éclats
Ces éclats d'une pierre précieuse aussi. Aux éditions Desclés de Brown. Merci, ce sont des livres qu'on vous présente la tête bien haute, évidemment. Merci à tous d'avoir été avec nous. Parler de ce sujet encore extrêmement tabou, j'ai l'impression, dans ce pays. Tant qu'on aura en tête l'idée qu'une femme, c'est ce qu'on voit sur les couvertures de magazines, où elles sont toutes toujours aussi jeunes, et qu'on prendra une société où seule la jeunesse est valorisée, il restera difficile sans doute de parler de cette étape naturelle de la vie qui pourtant concerne 11 millions de Françaises qui sont actuellement ménopausées. C'est un chiffre qui va continuer à croître dans les années à venir, puisqu'on vit de plus en plus vieux. Il serait peut-être temps d'oser parler d'un sujet comme celui-là, tranquillement, à heure de grande écoute, sans avoir l'impression de percer des tabous qui sont aussi importants que ça. Sans tabou, gentiment, en toute simplicité. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames, et à bientôt. Voilà,